ça va sur la terre? Ça va, ça va bien. Les petits chiens, sont-ils prospères? Mon Dieu, oui, merci. Merci bien. Les nuages. Ça flotte, Et les volcans? ça mijote, Et les fleuves? ça s'écoule, Et le temps? ça se déroule. Et votre âme? Elle est malade. Le printemps est arrivé trop tôt. Elle a mangé trop de salade. Toc, 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 quand tout va mal, toc toc toc, c'est magistral, toc toc toc, vite un tyranne, Médoc, toc. Tyranne Médoc, générique de la tyrannie, cachet extraordinaire, alliage subtil de la framboise et de l'enfête, flatte le palais et c'est la fête. Toc toc toc, vite un tyranne, Médoc. Médicaments contenant des amphétamines à effet euphorisant permettant de lutter contre les comportements inadaptés, toutes les formes de TDAH, troubles du déficit de l'attention chez l'enfant avec ou sans hyperactivité, pas avant 1 an. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Quoi qu'a dit? Adieu. Quoi qu'a fait? À faire un. À quoi qu'elle pense? À penser à un. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi qu'elle fait rien? Pourquoi qu'elle pense à rien? N'existe pas. La monnaie en tableau. Avant de laisser la parole, je dois continuer l'étude des propositions laforcadiennes. Alors, une proposition, il s'agit de développer les relations entre médecins traitants et psychiatrie via, par exemple, une consultation d'avis spécialisée et de suivi conjoint ou un numéro unique à disposition des médecins généralistes. Ou encore d'améliorer l'articulation entre soins somatiques et soins psychiatriques, ainsi qu'entre acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par des équipes spécialisées dans tous les centres hospitaliers pour accueillir les personnes handicapées psychiques, une contractualisation entre structures, des conseils locaux de santé mentale. Tout cela, bien sûr, sous le regard avisé de la très haute autorité de santé, comme l'a qualifié avec déférence Pierre de Lyon. Donc maintenant, vous avez également 10 minutes, puisque je reprends la règle instituée démocratiquement tout à l'heure par Hervé Bocobza. Donc 8 minutes un avis, 2 minutes les cloches. Donc Marie Deslandes et Damien Taburet, cachés dans la lumière. Bon, alors, je n'oublie pas que cette présentation se passe dans ce lieu qui s'appelle La Parole Errante. Et ce mot d'air nous convient tout à fait pour parler de ce travail mené à Vitry. Alors, c'est une façon pour moi aussi de faire, de parler de Fernand Deligny, que j'ai vu citer à l'entrée. Alors, R, c'est une manière d'avancer, de marcher. Et avant de décrire un peu le travail qu'on mène,
j'ai choisi de vous proposer quelques citations de Fernand Deligny avec son vocabulaire, ses choix de langage. Et dans le temps qu'on a, c'est peut-être des choses comme ça, certains mots choisis qui feront trace. Alors, image et verbe, au seuil d'agir, ne se voient, d'où l'indicible. Nous utilisons un verbe et nous voilà sujet. Je suis donc je parle. Nous sommes farcis de langage, le langage est en farce. Depuis qu'il joue les consciences, le langage ne se sent plus. S'il ne reste plus qu'à parler, c'est que l'entente a disparu. Les animaux silence, et donc silence ce qu'on n'entend pas. Les mots vivent. Alors cet atelier est une création qui s'inscrit dans des rencontres avec des enfants qui se trouvent chacun dans des situations d'attente et de difficulté de ne pas avoir de place à l'école ou ailleurs. Ils figurent dans des projets qui ne voient pas le jour, dans des perspectives en attente non articulées. Il y a donc une notion d'isolement, d'impuissance, un silence, une stase, quelque chose a lieu qui n'advient pas. Alors, face à ce constat, qui hélas n'est pas tellement neuf, à Vitry-sur-Seine, au CNPP, l'imagerie, nous avons mis en place ce projet et accueillons 2 fois par semaine des enfants très hétéroclites dans leurs problématiques, des enfants qui ne trouvaient pas d'inscription. Il y a sans doute là un héritage d'un certain projet inaugural du CNPP l'imagerie, de mêler à la fois la psychanalyse et le culturel. Et c'est de la place de chacun que les premiers contacts, par des collègues de notre équipe, nous ont orientés vers l'école d'art plastique de Vitry. Nous avons alors pensé un montage, puis pris la décision de nous déplacer, de quitter nos habits réguliers, nos murs, notre posture professionnelle repérable pour nous rendre avec les enfants à l'école municipale d'art. Nous rendre vers l'inconnu et l'infamilier. Autre traduction possible de l'inquiétante étrangeté. Également, nous avons choisi de ne pas être les seuls constituants de ce groupe. Pour ce faire, la présence-absence d'un plasticien pendant les séances, présence-absence parce que pour des raisons budgétaires, il ne peut être là qu'une fois sur 2. Aussi, une stagiaire psychologue travaille avec nous et réalise un travail d'écriture de chaque séance. Oui, donc Jean-Michel Carminard, qui est ici présent et qui était à l'origine de ce projet avec nous, nous a alors nommé psychoplaste. Voilà, c'est l'habit qu'on essaie d'appliquer à chaque fois. En temps et en lieu, nous essayons de nous déplacer, de faire se délier puis lier en chacun avec tout ce qu'il pourra, un déplacement psychique en corps et en langage. À ce propos, d'ailleurs, plutôt qu'un groupe, il nous vient que c'est un atelier. Il est question de se lier, de se délier, de se lier à ce qu'on peut, ce qu'on trouve. Une mise en mouvement pour sortir de nos fixités. Dans l'après-coup, à propos de ce travail, on s'est trouvé un point de rencontre avec les représentations que nous donne Calder de la sculpture, où le socle de l'objet, le socle de la sculpture quitte le sol et trouve son point d'ancrage, en fait, pour l'œuvre en dehors, à travers des points de fixation qui sont en l'air et non plus rivés au sol. Plutôt qu'un groupe, encore une fois, c'est plutôt un jeu d'équilibre et d'attache qui se réalise dans les échanges et dans ce qui se produit dans le temps de la séance. Et effectivement, c'est un mobile vivant
qui prend forme, qui s'espace, qui se met en mots ou bien qui se met en espace, qui appelle pour nous dans ces rendez-vous des moments de, on pourrait dire de danse, c'est-à-dire que les enfants viennent nous chercher dans notre présence corporelle et c'est quelque chose qui a été impérieux chez ces enfants, c'est de venir nous attacher avec les matériaux proposés. Bon. Donc, avec tous les matériaux hétéroclites qui sont ceux qu'on trouve dans ce lieu, qui n'est pas un lieu tellement dédié. Donc c'est un lieu où on crée des formes de langage et de pensée. Alors, ce qui apparaît aussi, puisque j'évoque un peu ce côté mobile et vivant du travail réalisé, c'est que nous nous sommes aperçus aussi que de manière, c'est presque une méthode, nous avons pris le parti de ne jamais être trop précis dans le langage, c'est-à-dire de jouer toujours dans ce que nous entendons sur un mot voisin de ce qu'on entend. Ou quand un mot est suscité en nous, on peut le déformer, c'est-à-dire donner à entendre quelque chose, un à côté de chaque sens, pour ne jamais fixer la parole. Et dans ce travail, certains enfants qui étaient pour certains sans regard pour nous, sans échange manifeste, sont entrés petit à petit, je pense, par ce biais, dans le jeu du langage et dans la parole. Oui, puisqu'on a vraiment plus de temps. Aussi, ce qui nous est apparu vraiment important, c'est ces enjeux de déplacement pour nous-mêmes et d'essayer de faire émerger quelque chose aussi du mot qui se déplace et de jouer avec la signification. En tant que tel, on se disait qu'on était constamment dans l'interprétation libre. Et de redonner aussi mouvement au langage, calme quelque chose de la terreur, dont on s'est rendu compte que ces enfants étaient souvent fixés dans la terreur. D'ailleurs, on peut tous le constater, quoi. C'est des enfants qui souvent ont en fait assez peu de mots, même parfois peu de mouvement, même s'ils bougent beaucoup. Et voilà, de déplacer toutes ces questions. Alors bien sûr, on avait prévu d'illustrer un petit peu davantage le travail et la plasticité avec laquelle on essaie de travailler, l'importance aussi de travailler avec un plasticien à qui on demande d'être plasticien à ce moment-là. Nous, on n'a pas de demande particulière et en plus, on n'a pas de technique particulière artistique, ce qui nous permet d'être assez imprécis et ça nous paraît précieux. Voilà. Il y a vraiment cette question du regard, du plasticien qui nous permet aussi de nous situer avec des visages et de devenir des voyants regardés. Ce qui change beaucoup les choses pour nous, en tout cas dans la pratique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Pierre-Emmanuel Massoni, je suis cofondateur et directeur de l'association des Mini-Pousses. Je mets une plaquette ici. L'idée c'est de présenter un petit peu qui on est, parce qu'on est sur notre 3e année d'existence. Et donc voilà, j'ai 10 minutes, donc l'idée c'est plutôt de dire qui on est, ce qu'on fait, avec qui, dans quelle articulation sur un certain territoire, actuellement à Paris. Dans le domaine de la prévention pédopsie, c'est-à-dire on est une structure associative, satellite des dispositifs, structures et des professionnels des champs social, médico-social et sanitaire. Alors l'idée de créer cette association, elle vient aussi d'un parcours personnel, où j'ai été danseur professionnel pendant un certain nombre d'années, puis j'ai fait la formation d'infirmier, je me suis spécialisé en psychiatrie, pédopsychiatrie, et j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans en CMP et surtout en hôpital de jour. Donc l'idée c'était de proposer un dispositif de prévention, on va dire prévention précoce, je tourne un petit peu dans un vocabulaire pour les financeurs,
prévention précoce pour des enfants qui présenteraient des troubles et pour lesquels on pense qu'un dispositif plutôt léger, c'est-à-dire un accueil et un accompagnement une fois par semaine, pourrait suffire afin d'aider cet enfant et cette famille à mieux se porter. Donc comment on travaille? On travaille sur deux axes principaux, c'est-à-dire les médiations artistiques à visée thérapeutique et des groupes autour de la guidance de la parentalité. Alors les groupes à médiation artistique, l'idée c'est d'accueillir des enfants qui ont entre 3 et 8 ans dans des groupes de 6 à 8 enfants maximum, des ateliers animés toujours par des artistes professionnels, donc danseurs, acteurs, musiciens, plasticiens, il y a un groupe conte aussi, et toujours encadrés par 2 à 3 professionnels de l'enfance, c'est-à-dire professionnels qui soient éducateurs jeunes enfants, psychologues, psychomotriciens, pédopsychiatres, peu importe. L'idée c'est que les ateliers soient toujours animés par un professionnel, artiste, et encadrés par ces professionnels de l'enfance. Les ateliers sont toujours suivis d'un ce qu'on appelle notre post-groupe, c'est-à-dire pour faire de l'analyse de pratique systématiquement, pour pouvoir penser chaque enfant à l'intérieur du groupe et réajuster nos pratiques. Je ne vous apprends rien. Et ce sont des groupes fixes et les enfants viennent une fois par semaine. On ajoute à ça, une fois par mois, les samedis, un grand atelier. Donc là, c'est l'occasion de mélanger les enfants des différents groupes. Donc, par exemple, un atelier à thème avec un artiste exceptionnel, extraordinaire par rapport à ceux qui sont fixes sur l'année, sur un atelier à différentes médiations artistiques. Voilà. Donc on mélange les enfants, on peut même mélanger les âges à ce moment-là. Nous articulons avec des structures, donc je disais, sociales, médico-sociales, sanitaires, mais aussi d'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on travaille avec les écoles énormément, les CMP, CAPP, PMI et l'ASE de plus en plus, et avec les centres sociaux de la CAF. C'est-à-dire lorsqu'un professionnel de ces structures-là repère un enfant, une famille en difficulté, voilà, on s'estime, tiens, ben ça on pense que pour les mini-pousses, ça pourrait être pas mal. Et bien ce professionnel nous appelle, nous présente une vignette clinique de la situation, et nous dans ce cas-là, si on estime que c'est pertinent, qu'on a de la place à ce moment-là, alors on va accueillir la famille, essayer d'entendre la demande du parent et de proposer un parcours le plus adapté aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire que faire de la danse, faire de la musique, un groupe conte ou un groupe en plastique, c'est pas parce qu'il y a de la place que l'enfant est orienté. C'est-à-dire qu'il y a des raisons cliniques. Des enfants qui ont des difficultés sur le plan psychomoteur, etc., on va plutôt aller vers la danse, etc., etc. Et donc avec ces structures de soins et l'éducation nationale, et avec des structures artistiques. C'est-à-dire que cette année, on a travaillé, enfin l'année dernière, et là on continue, avec le Centre national de la danse à Pantin, avec le Théâtre de la Ville, avec le Centre Pompidou. Voilà, l'idée c'est de faire des sorties. Et ces sorties-là, et ces pratiques-là, parce que parfois ce sont des ateliers un peu extraordinaires, les week-ends, c'est aussi parfois avec les parents. Donc c'est l'occasion aussi que l'enfant puisse inviter son parent à participer à des ateliers. Voilà, donc ça c'est le premier axe autour des médiations artistiques. Le deuxième axe, c'est la guidance de la parentalité. Là, c'est en partenariat avec la CAF essentiellement et un centre social. Donc ça, c'est un accueil parents-enfants de type maison verte. On n'a pas inventé grand-chose. La seule grande différence, c'est que les familles qui viennent, elles savent que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la difficulté dans la parentalité. C'est voilà, contrairement à l'anonymat qu'on connaît dans les maisons vertes. Qu'est-ce qui me semble important que rajouter ? Ah oui, le travail de synthèse et de constellation est très très important auprès des partenaires, des familles, c'est-à-dire des partenaires qui nous orientent, mais qui sont en co-suivi. Parce que parfois un enfant nous est orienté par un psychologue scolaire ou un médecin scolaire, c'est vraiment les orientations les plus importantes. Mais on se rend compte qu'on n'est pas suffisant. Un atelier de pratique artistique, même avec des professionnels, c'est pas suffisant. Un enfant a besoin d'une psychothérapie, de psychomotricité, d'orthophonie en parallèle. Et dans ce cas-là, on va aller vers les CNP, CAPP ou des consultations aussi en cabinet privé, lorsque, éviter d'emboliser encore plus les listes d'attente des CNP. Si parfois c'est des familles aussi pour les moyens de payer ces soins-là en parallèle, aussi dans ce cas-là on va plutôt aller vers les cabinets en ville. Voilà, donc parfois il y a un partenariat, il y a un co-suivi des familles et des enfants en plus de nous. Et ça prend, c'est notre 3e année, ça prend beaucoup de place. On est ravis de faire ce travail de synthèse, tout ce travail de constellation des différents partenaires qui accueillent et accompagnent ces familles, parce qu'on trouve,
on avance pas mal sur cette situation. Vraiment, on se rend compte que lorsque ça se parle et qu'on partage un petit peu nos éprouvés, nos expériences auprès de ces familles, il y a du progrès, il y a un réel mieux-être. Je dirais par rapport à notre mission, j'ai bientôt terminé, action, éthique, utopie, l'idée c'est d'aider l'enfant à comprendre le cadre, à s'en saisir, à y prendre sa place, l'accompagner à composer avec le groupe, l'éveiller à être conscient de son corps, attentif à lui-même, à écouter ses sensations, ses sentiments, et à soutenir l'émergence de son désir au travers des propositions favorisant l'expression de lui-même et sa propre créativité. Une complétude en relation avec l'autre, les autres et le monde. Maintenant, donc, Valérie Gay, avec un titre qui ne parlera vraiment qu'aux plus petits, Renaître avec Kirikou et Plonger avec Nemo. Donc moi je suis la maman de Théo qui a 12 ans, qui est diagnostiqué autiste Asperger, mais qui a été diagnostiqué à peu près tout avant d'en arriver là, donc c'est pas très intéressant, c'est juste Théo. Savoir que j'ai eu à 40 ans, que c'était mon 5e enfant, ce qui change la donne. J'avais pas eu à faire mes preuves en tant que maman avec lui, donc j'ai pu être libre. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a eu des intervenants dans la première table ronde, je me dis « Ah oui, je vais parler de ça, ah non, je vais parler de ça ». En fait, je vis tout ce que vous vivez, vous, de l'autre côté, en tant que maman. C'est-à-dire que j'ai dû rentrer en résistance, moi aussi, et faire des choix catégoriques. C'est-à-dire que d'emblée, très vite, il est apparu que c'était soit j'acceptais leur jeu comportemental, soit j'étais seule. Non seulement j'étais seule, mais j'étais même suspectée. Donc j'ai eu droit aux affaires préoccupantes, etc. Je fais partie d'une secte, etc. Enfin bon, il a fallu rentrer en résistance. Mais c'est une chance, car grâce à ça, avec la famille, parce que la fratrie a été très importante, on a entremêlé nos mondes avec Théo, et on a appris autant qu'il a appris de nous. Donc c'était un enfant qui a très vite montré des signes de différence, hein, qui s'est coupé du langage, coupé du monde, balancement typique, quoi, et qu'on a dû protéger, et puis qui petit à petit, parce qu'on lui a laissé son temps, qu'on lui a laissé sa place au sein de la famille, hein, protégé donc de la course folle de la société, a réinventé un langage. On a mis du temps à comprendre que c'était un langage. Hein. Il ne voulait pas de notre langage. Et ça, si on l'avait mis dans une institution, ça n'aurait pas passé. Hein, c'est sûr. Et on aurait fait ça pour des baragouinages. Hein. C'était Hawaïaye, été Yawawa, Yeyepo. Voilà, au début, c'est ce qu'il nous fait, quoi. Et c'était un langage qu'il a inventé pour nous dire « je ne veux pas du vôtre, je ne veux pas apprendre ce que vous avez à me donner, apprenez-vous de moi ». D'accord ? Donc nous, les frères et sœurs, les parents, on a fait un dictionnaire à la maison, à toute allure. Ça, c'est un mot, voilà, Hawaï, Waya, c'est la lumière, vous voyez, c'est la lumière. Donc on lui a laissé le temps, il est revenu vers nous, petit à petit, pendant 1 an. Et on a appris son langage pour revenir vers lui. Après, à l'aide d'une orthophoniste que j'ai dû aller chercher, pareil, qui ne faisait pas du comportementalisme, qui allait bien régler son apprentissage avec ce qu'on avait fait dans la famille, dans le respect de Théo, le respect de la famille. Voilà, ah oui, ça change. Voilà. Et il a redressé son langage, il est revenu vers nous. Alors pourquoi Kirikou, pourquoi Nemo ? Parce que Théo était mutique, il avait des balancements, des ronronnements, il faisait pas grand-chose pour aller vers le monde, et on lui a montré des dessins animés qu'il avait l'air d'aimer, mais devant lesquels il était sans réaction. Debout, droit, il regardait les dessins animés, mais il n'y avait pas de réaction. Et un jour, on lui a présenté le film Kirikou et la sorcière, et il s'est passé quelque chose, une sorte d'interaction avec le petit personnage, les couleurs, la musique, je sais pas, il s'est passé quelque chose, il s'est éveillé, il s'est mis à inventer des mots, donc on pense que son langage réinventé vient de Kirikou, hein. Et là, il s'est mis à interagir avec la télé,
Ensuite, on lui a montré d'autres dessins animés, ça a continué, etc. Il a émergé vraiment de son monde silencieux et solitaire grâce à Kirikou. Et nous, on le regardait derrière, on le regardait regarder Kirikou. On a appris énormément de sa gestuelle, de son comportement à travers Kirikou. On lui a laissé tout son temps. Hein. On a bien fait une tentative de scolarisation, mais c'était scandaleux ce qu'on nous proposait. On n'a pas eu droit à un AVS, on a droit à 2 fois 2 heures avec une ADMR. Les ADMR, c'est les personnes qui amènent les repas dans les villages. Et donc on a dit non. On l'a gardé avec nous, avec la fratrie. J'ai fait moi-même les cours. Hein. C'est moi qui lui ai enseigné les bases de la lecture, de l'écriture, etc. Tout ça, ça implique une énorme solitude. Hein. C'est-à-dire qu'on était dans un village en Savoie. Ça veut dire que pour faire ça, pour avoir ce droit de suivre le rythme de notre enfant, impérativement, il a fallu nous couper du reste. Parce que dès qu'on sortait pour voir des professionnels, que ce soit dans l'éducation ou dans la médecine, dès qu'on sortait, on devait rejoindre une norme, peu importe. Quand il a fallu passer le diagnostic, ce foutu diagnostic, j'ai une telle colère après ce diagnostic, c'était terrible. On avait l'impression de rentrer dans une jungle, il fallait rentrer dans des catégories, et comme on ne rentrait pas dans ces catégories, on était soupçonné, on devenait soupçonnable parce qu'on refusait de rentrer dans une norme. Voilà. Finalement, pendant 1 an, on a joué le jeu de ce diagnostic et il n'a pas été validé parce qu'on s'est fâché après eux le dernier jour. Hein, donc, et tant mieux, c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver, qu'on échappe à ce diagnostic. Et alors pourquoi Nemo? Parce que donc, finalement, pendant 9 ans, je suis restée avec mon fils matin et soir, tout le temps. Je n'ai pas pu... donc moi j'ai fait une croix sur ma propre carrière, hein, j'étais musicienne. J'ai peut-être un peu laissé aussi tomber les autres frères et sœurs qui étaient plus grands, c'est sûr, probablement. Donc, je me suis complètement focalisée sur Théo. Et quand il a eu 9 ans, on est allé dans le sud, près de Montpellier, parce que j'ai trouvé une petite école associative fabuleuse, l'association Amétis, qui proposait de prendre enfin en charge des enfants pour les scolariser, pas uniquement une prise en charge médicale, hein, une petite école. Et donc on est arrivé dans le sud, il est rentré dans cette école, il a rattrapé tout son retard scolaire, hein, donc au jour d'aujourd'hui Théo, il a un niveau CM2, donc ça veut dire que c'est possible, hein. Il parle d'enfants, il a été d'abord diagnostiqué psychose infantile, autiste typique de Kanner, hein, et puis aujourd'hui il est soi-disant autiste de type Asperger, il a un niveau scolaire tout à fait valable. Et pourquoi Nemo? Parce que quand on est arrivé dans le sud, il y avait de l'eau. Alors Théo a toujours été très à l'aise dans l'eau. L'eau est quelque chose qui le soigne, qui le calme, qui lui fait du bien. Il aime faire couler les doigts dans l'eau. J'ai eu droit à mon tout premier câlin quand il a eu 10 ans et demi. Il ne m'avait jamais touché avant ça. Théo n'aime pas être touché. Dans l'eau, on était dans la piscine et là, spontanément, il est venu se coller à moi. C'était un moment très très fort. Et un jour, on était au aquarium du Gros du Roi, où il y avait des tortues marines magnifiques. Et là, dans un souffle, il a dit « Oh, je voudrais tellement nager avec les tortues ». C'était même pas à moi qui disait ça, hein, il l'a dit. Alors je lui ai dit ça, mon petit bonhomme, c'est un rêve qui est tout à fait à notre portée. Alors, on a besoin de rêve, alors on va y aller. Alors je l'ai inscrit dans un club de plongée fabuleux à Sète, à une demi-heure de chez moi, qui s'occupe des enfants différents, qui ont fait de toutes ces soi-disant faiblesses ses plus grandes forces. Hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris tel qu'il était sans vouloir absolument changer. À l'inverse, tout ce qu'il était, toute sa sensibilité, toutes ses particularités sont devenues ses armes, ses forces absolues. Il est devenu plongeur. Et sa grande récompense, c'est que dès le premier été de plongée, grâce au Centre d'études et de sauvegarde des tortues marines du Gros du Roi, il a pu danser avec les tortues, puisqu'il a relâché une tortue marine qui était en soins et puis qui relâchait la Méditerranée, et il l'avait dans les mains, et il l'a relâchée, il n'arrivait pas d'ailleurs, il n'arrivait pas à la lâcher, c'était un beau moment, et la tortue est partie, et elle est revenue le voir avant de repartir dans le fond. Donc voilà, donc à 12 ans et demi. Donc Théo, si je les avais écoutés,
je leur ai mis toute ma vie, je me souviendrai de cet ORL, qui était pourtant bienveillant, gentil, qui m'avait dit, alors que Théo passait un test d'audition, qui m'avait dit, oh, l'autisme c'est une vraie saloperie, vous allez en baver, c'est votre 5e, vous feriez mieux de le mettre en institution, on s'en occupera pour vous. Voilà, on m'a dit ça. Hein. Et d'autres joyeusetés aussi, pas piquer des verres. Voilà, et si moi j'avais suivi ça, je ne sais pas où serait mon fils aujourd'hui. Voilà. Alors au prix certes de ma carrière personnelle, au prix de pas mal de choses, en allant à l'allure de Théo, et il n'a que 12 ans et demi. Je veux dire par là, c'est que c'est pas tant d'années, et c'est certainement pas un sacrifice. Parce que moi, je suis là aujourd'hui avec vous, je rencontre des gens fabuleux, je me suis moi aussi construite avec lui, à ses côtés, à son allure, dans son monde, dans son temps, j'ai énormément appris. Voilà. Et pour dire que si on va à leur allure, si on va dans leurs affinités, si on accepte, avant de leur demander de revenir dans notre monde, d'aller visiter leur monde, on n'est absolument pas en danger dans leur monde, absolument pas en danger. On y est bien, hein, à leur côté, bien, avec bienveillance. Et ben, en peu de temps, en très peu de temps, on arrive à offrir un espace de vie à une personne riche, et on lui laisse une place riche et il nous apporte sa richesse. Voilà, c'est ce que je veux apporter moi en tant que maman, pour dire de rentrer en résistance. Et ce mot, il est capital. Oui, on va réclamer déjà un tout petit peu plus. Ça fait partie de notre principe de base. On est un collectif et on réclame toujours plus. Plus de temps, pas plus de moyens, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en débattre. C'est pas qu'une question de moyens. On a tourné un film sur la demande des parents qui se demandaient ce qui se passait dans les institutions. Parce que je crois quand même qu'il y a beaucoup d'institutions qui résistent. Et donc le film s'appelle Comme des funambules. Je vais vous en présenter la bande-annonce. Le film il dure 2 heures, il va être disponible en DVD, il passe dans quelques endroits. Vous pouvez commander à ce qui se passe dans votre ville, ça nous intéresse aussi de venir en débattre. Je vous lance tout de suite là. Je serai cinéaste. Moi, j'aimerais filmer. Le roi, la reine et le bébé. Quand Damien raconte des histoires. Ils se sont mariés, paraît-il. Il faut comprendre ce que l'autre veut dire et jouer à cette C'était être à l'écoute. C'est super, Benjamin. On vise à leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer déjà entre eux, être dans une certaine écoute les uns par rapport aux autres. Je me suis fait avoir. T'as envie d'en parler aux copains? On m'a dit que j'étais sinistre. C'est comme ça que tu le sens aujourd'hui? C'est comme ça que je me sens seul aussi. Faut pas se mettre près des sabots, hein. Sinon. Merci Benjamin. Eh ben écoute, de rien. L'analyse est partie à titre personnel. Pour moi, c'est la questionnement de la clinique. La clinique, elle se vient de vers ça. Moi ou quelqu'un d'autre, on va aimer Mystère quand même. Sauf si j'ai un canal, elle passe où? Même c'est pas parce qu'on est différents dans les difficultés que voilà. Oui, il y en a ils n'y arrivent pas, il y en a ils y arrivent plus. Et ben c'est pas grave. Les groupes de parole, c'est vraiment comment on s'essaye chacun à la différence et du coup à la tolérance par rapport à la différence. Ben, ça m'apporte que on peut évoquer en fait, enfin moi de mon point de vue, je peux évoquer ce que je ressens en fait. Elles sont propres, genre t'as pris la douche. Mademoiselle Céleste. Elle ne traîne pas, son frère attend déjà derrière. Je pense qu'elle a 2 mondes. Nous, on lui parle comme des parents. Elle est plus grande avec eux, je sais pas loin de dire. En préparant ces conversations, on s'est souvent dit mais comment on peut parler de ça sans les familles? Ça tombe bien, vous êtes là. J'ai fini par le comprendre assez vite, la chance que j'avais d'avoir un enfant différent. Mais la grosse difficulté qui me reste, c'est comment le dire aux autres, comment faire partager ça.
Juste un tout petit mot pour dire que vous pouvez trouver le site comme des funambules, notamment sur Facebook pour le commander, puis certainement aussi via le collectif des 39. Ce film a été coproduit quand même, pour la petite histoire, par les deux réalisateurs Alain Albaric et Stéphane Ballet pour Lumière du Jour, et par nous. Et nous sommes un collectif, nous sommes financés par la Sécurité sociale et notre interlocuteur c'est l'ARS. Et moi je les ai sollicités, j'ai obtenu du financement pour monter ce projet, j'ai eu un bon financement pour monter ce projet, et ils sont venus voir le film et ils ont été touchés. Et moi je pense que c'est aussi de notre fonction et de notre responsabilité, pour reprendre le terme de ce matin, de s'adresser aux gens qui travaillent à l'ARS, parce que ce sont des personnes et on peut les solliciter à ce titre-là. Voilà. Et maintenant, je crois qu'on en parle un peu de ce qui se passe aussi. Alors une petite histoire de funambule. Comme chaque semaine, je retrouve un petit groupe de 3 enfants pour un atelier peinture. Je vais vous faire une présentation rapide du décor, parce que c'est important pour la suite. La pièce, située à l'étage, est grande, lumineuse, avec WC attenant. Une double porte nous sépare de la salle dite d'accueil de l'IAP, et un peu cachée par un renfoncement, une porte coupe-feu donne sur la partie administrative du bâtiment. On trouve la compta, le bureau de la direction, les chefs de service, du psychiatre, des psychologues et la salle de réunion. Notre salle est aménagée en grande partie pour la peinture. Il y a des tables qui ne craignent plus rien, un grand espace mural où l'on peut plaiser sa feuille pour peindre debout, ou encore une bâche si on préfère s'installer par terre. Des assiettes, pinceaux, gobelets, pots de peinture, ainsi que des feuilles aux couleurs et aux dimensions diverses sont en évidence et à disposition. Ainsi, quand on rentre, il y a peu de doute sur ce qu'on vient y faire. Je vous présente maintenant les acteurs de cette petite scénette. Il y a d'abord Samy qui, après une négociation que nous répétons inlassablement chaque semaine, accepte bon gré mal gré de mettre sa blouse, mais qui reste en périphérie, s'approchant par instant prudemment d'un pinceau, d'un pastel, laissant aussi parfois quelques précieuses traces colorées. Et puis Rida, qui s'obstine à ne jamais vouloir monter en même temps que nous, et qui attend sur le banc, éventuellement en chantant, au milieu de la cour, que je vienne, personnellement, l'inviter à nous rejoindre. Ce rituel respecté, la plupart du temps, il se met au travail, dans l'espace et avec le matériel que je lui ai préparé. Et enfin Ludovic, qui, dans un geste entraînant tout son corps, fait exploser des couleurs sur sa feuille avec application depuis plusieurs semaines. Chaque lundi, il retrouve avec plaisir ce qu'il a produit et se lance de nouveau dans une aventure colorée qu'il faut néanmoins un peu border, afin que cela reste partageable. Ce jour-là, comme à l'accoutumée, Rita est restée sur son banc et Samy a tenté d'esquiver la mise de la blouse. Merci. Ludovic, par contre, montre une agitation singulière. Il venait d'être repris assez fermement par un collègue pour avoir tapé l'un de ses camarades. Nous avions convenu ensemble qu'à la récréation, il serait sanctionné. Je l'invite à nous rejoindre et à mettre sa blouse. Il se met à pleurer, à crier, en évoquant l'une de ses peurs récurrentes, la venue de la police. Cela prend alors toute la place et je n'arrive ni à le rassurer, ni à l'arrêter, ni même à décaler. Samy reste près de nous, à scruter, attentif et inquiet, les émotions qui traversent nos visages. J'ai bêtement envie d'aller aux toilettes et je le formule à Ludovic en lui disant « Je suis là, juste à côté, promis, vraiment, ça sera rapide ». Il s'accroche physiquement à moi. Je conviens alors avec lui qu'il peut rester derrière la porte et que je vais continuer à lui parler. C'est ce que je fais, cela le contient. Rida est toujours à l'extérieur. Je ne peux évidemment pas faire comme d'habitude et dévaler les escaliers pour lui demander de monter pendant que Samy et Ludovic m'attendent. Alors je les prends donc chacun par la main et nous descendons chercher Rida. Lorsqu'il nous voit arriver ainsi, il est tellement surpris par notre inhabituel trio qu'il se lève immédiatement et nous suit. Arrivé aux dernières marches de l'escalier, juste avant d'atteindre le seuil de l'atelier, Ludovic me lâche la main et s'engouffre dans la pièce, suivi par Samy. Je l'aperçois qui se laisse tomber lentement à même le sol, avec Samy toujours très près, qui ne lâche pas du regard. Je m'approche doucement, saisi par ce qui se déroule devant moi. Ludovic est allongé sur le dos, immobile et inexpressif, le regard vague, absent. Je reste sans mots et sans réaction pendant quelques secondes, tout comme Rida et Samy. À ce moment précis, je me dis que je ne vais pas parvenir à apaiser seul ce petit garçon. La salle de réunion est à quelques dizaines de mètres. J'envisage un bref instant de l'interrompre pour demander de l'aide. Mentalement, je fais défiler les visages de tous les participants. La chef de service, la directrice, le psychiatre, les psychologues, dont Léa, avec qui je fais la reprise hebdomadaire de l'atelier et qui connaît bien Ludovic. Penser à cette possibilité me redonne un peu de souffle. Alors, avec un air décidé, je prends une blouse et avec, j'enveloppe doucement Ludovic,
qui est toujours allongé par terre. En attachant lentement les boutons les uns après les autres, il se laisse faire, se relève, et avec autant de conviction qu'il m'est possible de donner à ma voix, je lui affirme, peindre ça aide. Je l'accompagne jusqu'à son espace de travail, et à ma grande surprise et soulagement, il s'y met. C'est peut-être en lien avec ce qui s'est dit au début, enfin à la fin de la table ronde, sur l'importance aussi de l'analyse des pratiques. C'est une histoire de rencontre. Je m'appelle Bernard, je suis éducateur. C'est la rentrée. William, un jeune garçon de 11 ans, passé par le CESAD, arrive sur l'Institut médico-pédagogique de Liéveux-la-Pinède. La rencontre est compliquée. Le premier contact est fuyant. Il semble agité comme un poisson hors de l'eau. On ne peut pas l'attraper. Il nous entoure de bruit. Un bruit, des cris stridents et permanents. Durant cette première semaine de rentrée, il refuse même de manger. Il dit regretter son ancienne école et le CESAD. Il croise d'ailleurs des fois d'anciens camarades le mercredi. Dès son arrivée, il rencontre Ludovic. Comment partager le tapis de jeu dans la salle de l'IMP, les aires de jeu à l'extérieur dans la cour de récréation. Il invente des histoires, souvent avec des dinosaures et des camions, des fois avec des mamans papillons et des enfants papillons. Un premier point est fait avec un des éducateurs du CESAD. Son histoire, sa famille, le rapport compliqué avec l'enseignante l'année passée, et une phrase. Je vous laisse le temps de le découvrir. Le professeur de sport commence à pouvoir tisser des liens avec lui. Moi non. William continue à crier. Quand il est dans l'atelier conte, il couvre l'histoire de sa voix, il s'agite. On le met en dehors du groupe et il écoute la suite à distance. J'ai du mal à dépasser la barrière du bruit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces cris, derrière l'agitation? Qu'est-ce que me renvoie William? Lors de la première analyse des pratiques de l'année, on parle de lui. Le fait d'en parler ensemble, ça fait émerger deux choses. Le temps de la rencontre et le temps des représentations. Ces temps sont différents pour chacun et pourtant complémentaires. Le fait de parler de William ensemble, ça rassure un peu sur notre place avec lui. Mais à un moment, on bloque sur les représentations. La personne qui anime l'analyse des pratiques propose alors un jeu, un décalage. Quel cri on imagine? On se lève, on pousse les tables. Quel cri on imagine? C'est moi qui commence. Je fais un cri strident. Hi! À peu près comme ça. Non, non. Comment vous l'imaginez avec votre corps? J'imagine alors un cri de joie vers la sortie un soir de juin. Après, je dois désigner quelqu'un d'autre. Un autre cri. Un cri qui écoute. La personne qui a fait le cri qui écoute doit désigner alors une autre personne. Un cri qui relie. La personne qui a fait le cri qui relie doit désigner une autre personne. Un cri qui raconte. Plusieurs cris viennent se produire devant le reste de l'équipe. À quoi ça sert tous ces cris? À la fin, je repense à une histoire. Hurle au vent. C'est une histoire pour enfants. C'est l'histoire d'un petit garçon qui crie. Dans l'histoire, on n'arrête pas de le déplacer. Prison, hôpital, pompier ou clocher. Pour finir, il va vivre avec les mouettes. Il a trouvé sa place. Le lundi d'après, je ramène le livre. Je lis l'histoire et ensuite il me la raconte à sa manière, en chantant. Ah, j'ai oublié de dire que pour moi aussi, c'était une rentrée dans ce nouveau service. Il est difficile de prendre la parole après des histoires d'enfants. Là, vous avez les scènes de Ludovic qui sont affichées là derrière vous.
Mais je voudrais dire que dans cette institution, un bébé seul, disait Winnicott, ça n'existe pas. Un éducateur, un psychiatre, un personnel, un secrétaire, ça n'existe pas sans toute l'équipe. Nous avons en permanence des lieux de parole, d'échange, et cette parole, elle soigne. C'est miraculeux, on n'a pas fait mieux depuis. Je voulais aussi, pour donner un exemple, s'il y a eu un exemple d'une thérapie créative, l'équipe de soins a créé un arbre, un dessin d'arbre en relief, et autour de cet arbre, les enfants prononçaient des mots. Alors c'était des mots écorce, pigne de peigne, etc. Ces mots ont été écrits sur des petites plaquettes et collés sur l'arbre. Et on a demandé aux enfants de les lire. Ça n'a pas été possible. L'éducateur a une idée de génie, on est allé dehors parce qu'on habite dans un lieu merveilleux où il y a une pinède. Il a montré les arbres en vrai, il leur faisait toucher l'écorce de l'arbre, et à ce moment-là, la lecture a donné aux enfants. L'orthophonie n'a rien compris, mais c'était comme ça. Et je voulais finir en disant que peut-être tous ces technocrates, tous les politiciens qui ont un jeu, il y a quand même une phrase de Winnicott qui disait « Un enfant qui ne joue pas est un enfant malade ». Les politiciens devraient méditer sur le jeu. Alors, une coupure publicitaire. Les pratiques inventées sont comme de petites lampes qui éclairent la nuit sécuritaire. Moi, j'écris à l'endroit et en vers. L'endroit, c'est ici, et mes vers sont luisants, tentant d'éclairer d'un éclat la poésie du quotidien. Alors, tout au long de la journée, vous assisterez à des lectures d'un texte. Alors, c'est une nouvelle pièce de théâtre contemporain qui va bientôt être adaptée par tout un cinéma, et c'est bien sûr les textes du grand auteur, malheureusement encore méconnu du grand public, j'ai nommé La Fourcade. Alors, vous trouverez le programme dans l'indélébile, car nous ne sommes pas l'un des débiles. Le parti pris, c'est de ne pas être trop précis dans le langage. Interprétation libre, mouvement du langage, gage de compréhension, sans appréhension et sans dévoyer, être dévoyant, regardez. Apprendre à faire seul. Le bébé, pour faire seul, sans la mère, utilise ses petits pouces, ses mini-pouces. Valérie guette le moment en tant que maman. Elle rentre en résistance. Valérie Gay fait partie d'une secte, comme les gens de ce truc non recommandé, vous savez, la psychothérapie institutionnelle. Alors, Théo parle son propre langage, aboyer, oyéyé, etc. Certains ont fait des chansons avec ça, hein, par exemple Poupoupidou, Boubapelila. Voilà. Madame Gay a appris à regarder Kirikou grâce à son fils. Alors, Toscaïès disait qu'il fallait apprendre en montant sur les épaules de nos pères. Et bien, Madame Gay a aussi appris en montant sur les épaules de son enfant. Mais les administratifs sont tellement bêtes qu'ils ont cru que c'était au sens premier et que Valérie se déplaçait sur les épaules de Théo. Ah, c'est beau les mots, ça permet une sorte de deuxième naissance. Théo est Nemo, le monde de Nemo, c'est ces mots. Après, danse avec les loups, c'est danse avec les tortues. Dire l'autisme est une saloperie, est-ce presque dire l'autisme? L'autiste est une saloperie? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, d'ailleurs c'était juste une question que je pose, c'est du comique dramatique, hein, voilà. Donc vous témoignerez avec moi auprès des huissiers quand je serai convoqué, voilà. Alors, suis cynique, est-ce une clinique? Certains se sentent sinistres et ça, c'est comme ça qu'ils se sentent seuls. Un collectif, ça réclame toujours plus de temps, plus de moyens. L'équipe de la Pinède est un collectif, atelier de peinture, exposition, explose le son, quelques tableaux sur la table haute et des tréteaux, parfois très tôt, des fois très tard, est-il trop tard? La lutte, elle a commencé depuis longtemps, hein. D'ailleurs le psychiatre François Toscaïès a écrit des recueils de poésie, notamment un superbe texte qui est là, qui est publié aux éditions Dune, ça s'appelle La chasse aux mots. Alors je voulais en dire un petit extrait, hein, parce que justement ça mélange psychiatrie, résistance et poésie. Alors, en comptant, encore et toujours, l'agent de l'argent n'est jamais content. Il veut comprendre. Faites-moi confiance, ça vient des vents du Père, ça vient des vents de la mer, ça vient des vents du monde. Et le patient qui répond, « Pardon monsieur, sauf le respect que je vous dois, vous oubliez les vents de mon cul. » Je vois, il y a un philosophe dans l'Assemblée qui s'appelle Pierre Dardot. Pierre Dardot est attendu sur le podium. Il arrive. Bonjour à tous. Et je commencerai par faire une remarque. J'avais prévu initialement de parler justement des pratiques du commun.
Et puis finalement, je me suis dit, en me renseignant un petit peu sur le paysage actuel de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, qu'il était important d'essayer un petit peu de comprendre ce qui se met en place. Et donc finalement, j'ai changé un petit peu. En tout cas, j'ai modifié le contenu de l'intervention et puis je me suis arrêté à une expression qui a sonné ou retenti dans les années 60-70 comme une sorte de cri de protestation contre la psychiatrie comme institution. Cette expression, cette très vieille expression, c'est celle d'antipsychiatrie. Et ce que je voudrais expliquer ici très rapidement, mon propos sera assez rapide, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle antipsychiatrie. Mais ce que je voudrais justement que nous comprenions tous, les uns et les autres, parce que l'enjeu en vaut la peine, c'est que cette nouvelle antipsychiatrie est produite à partir d'un retournement de l'ancienne antipsychiatrie. Mais ce retournement, il apporte de l'analyser, pas simplement de le dénoncer, dans la mesure où un certain nombre de gens qui faisaient partie, dans les années 60-70, du courant qu'on appelait l'antipsychiatrie, se trouvent aujourd'hui dans une position parfois où ils sont un petit peu désarmés à l'égard du caractère apparemment très séducteur d'un certain nombre de discours. Voilà ce que je voudrais donc très brièvement analyser. Et je vais, pour ce faire, revenir sur la notion d'antipsychiatrie, sur ce qu'il est convenu d'appeler, sur ce qu'on pourrait appeler l'ancienne antipsychiatrie, dans la mesure où il s'agissait d'une critique qui était sociale et politique, qui était une critique radicale diversement articulée ou proférée ou énoncée, avec un certain nombre de porte-paroles ou de représentants plus entendus ou plus célèbres que les autres, mais il me paraît qu'il y avait finalement une prise en compte du caractère médical de la psychiatrie, puisqu'il est important de rappeler que dans le terme de psychiatrie, vous avez deux racines. Il y en a une qui est justement la psyché, dont on reparlera, et puis donc l'âme, et puis il y en a une autre qui est iatros, qui signifie en grec médecin. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'ancienne antipsychiatrie, ce qui était en cause, c'est justement le caractère de savoir médical de la psychiatrie comme institution. Ce qui était contesté, c'était précisément ce savoir médical. C'est un savoir qui était considéré comme un instrument au service de la répression sociale et qui, par conséquent, permettait de critiquer frontalement la psychiatrie. Et à cet égard, il ne faut pas s'y tromper. Lorsque l'ancienne antipsychiatrie émerge, il n'y a pas d'opposition, enfin, je veux dire par là, il y a une opposition, mais il n'y a pas de symétrie entre la psychiatrie et l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie n'est pas une autre psychiatrie, elle condamne la psychiatrie sans appel en tant qu'institution, précisément parce que cette institution est fondée sur un savoir de type médical. Et un savoir de type médical, à l'époque, c'est un savoir objectivant. Et au fond, finalement, de l'ancienne antipsychiatrie, il y avait cette critique du caractère objectivant du savoir médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le savoir médical du psychiatre était un savoir qui ne permettait pas de prendre en compte le discours que le fou pouvait être amené à tenir sur lui-même et sur son propre état. Et dans cette mesure-là, l'objectivation était considérée comme un obstacle rédhibitoire. Et il est très important de se rappeler de cela. Alors bien sûr, ça a pris des formes diverses, mais de manière générale, on peut dire qu'à la base de l'ancienne antipsychiatrie, il y a l'idée qu'il faut défendre les fous contre la société. Précisément parce que le savoir médical, c'est un savoir qui finalement fonde ce qu'on appelle l'obligation de soins. Et l'ancienne antipsychiatrie condamnait l'obligation de soins parce que l'obligation de soins était précisément, de son point de vue à elle, fondée sur le savoir médical en tant que savoir scientifique et objectivant. Et je crois que si on regarde les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a affaire à un véritable retournement. Je crois qu'on peut parler, je vais essayer de montrer pourquoi, d'une nouvelle antipsychiatrie. Mais cette nouvelle antipsychiatrie n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne antipsychiatrie. Et je voudrais le montrer en prenant bien sûr l'exemple qui est celui du traitement de l'enfance, et particulièrement l'exemple qui est celui du traitement de l'autisme, dont on a souligné à plusieurs reprises, ça a été encore dit il y a quelque temps de cela, dans le cadre même de ce meeting, dont on a pu souligner le caractère exemplaire. Alors le caractère exemplaire a bien des égards. Bien sûr, il y a des choses qui relèvent de la politique du gouvernement dans son ensemble, et donc qui atteignent la pédopsychiatrie d'une façon très très directe. Tout le monde sait très bien que
finalement, le gouvernement lui-même en tant que tel ne s'embarrasse pas trop de considérations idéologiques, parce que ce qui lui importe, c'est d'abord et avant tout de réduire un certain nombre de moyens de manière à faire des économies, et pour cela, la mise en compétition des services est l'instrument tout à fait avoué. Et de ce point de vue-là, les GHT obéissent à une logique qui est parfaitement néolibérale. Tout cela a été dit, et très justement. Mais si on se tourne vers l'idéologie, ou les discours en tout cas, parce que l'idéologie c'est peut-être un bien grand mot. L'idéologie, je ne sais pas s'il y a une idéologie du tout génétique, mais en tout cas, je pense qu'il est un peu, comment dirais-je, aventureux de prêter aux gouvernants et aux différents représentants des techniques de pouvoir une idéologie qui serait complètement unifiée. Je crois qu'il n'y a pas à cet égard de doctrine unifiée. Il y a des choses qui se passent et qui témoignent en effet de l'intrusion d'un certain nombre de pratiques qui est particulièrement inquiétante, et en particulier, s'agissant du traitement de l'autisme et s'agissant donc du rapport à l'enfance, il y a des choses qui relèvent indubitablement de ce que l'on pourrait appeler une valorisation du génétique. Il y a des recherches en génétique qui aujourd'hui progressent. Je parle de la progression, je ne parle pas nécessairement des résultats, mais je parle d'abord et avant tout de l'allocation d'un certain nombre de moyens financiers. Dans des hôpitaux, il y a des services de pédopsychiatrie qui pâtissent précisément des moyens qui leur sont retirés et qui sont alloués à la recherche en génétique. La recherche en génétique, pourquoi ? Il y a un lien naturel qui est généralement mis en avant, mais sur le mode de l'évidence, il n'est jamais questionné, entre la recherche en génétique et d'autre part, un certain nombre de pratiques. Il a été question tout à l'heure de la remédiation cognitive. C'est précisément une technique qui est mise en relation très directement avec la génétique sans que le moindre début de preuve n'ait été apporté de ce lien, mais il est présenté comme étant naturel au point que certains généticiens présentent la remédiation cognitive comme étant la pratique ou la technique enfin trouvée qui a son fondement dans la génétique. Et ça me paraît assez important, pourquoi ? Parce que ça induit en fait une dévalorisation de la pédopsychiatrie. Ce que je veux dire, c'est que le personnage qui devient central, c'est le neuropsychologue, c'est pas le pédopsychiatre. C'est le neuropsychologue, pourquoi ? Parce que le neuropsychologue, lui, s'occupe d'abord et avant tout de faire des recherches sur les aires cérébrales qui sont mises en jeu dans l'exercice d'un certain nombre de fonctions cognitives, et on attend de lui qu'il soit capable, à partir de là, de fonder des pratiques de remédiation. Et de ce point de vue-là, il me semble que le lien est en tout cas présenté comme étant très direct, et le lien est de nature à nous inquiéter parce que ça nourrit un certain nombre de pratiques qui sont très discutables. Mais le plus important, me semble-t-il, c'est que même si on a affaire à des courants qui peuvent être assez divergents les uns à l'égard des autres, même si on a affaire à des dissonances, par exemple, je prends deux exemples, il a été question de la méthode ABA, et donc du comportementalisme pur et dur, qu'un certain nombre d'associations sont amenées à vanter, même si les résultats, on a pu le montrer à travers une enquête, sont relativement décevants, je dis décevants de leur point de vue, et il n'en reste pas moins que vous avez donc un courant qui tient absolument à cette méthode, et puis vous avez un courant, comment dirais-je, peut-être un petit peu plus finot ou un peu plus intelligent. Je prends l'exemple de Laurent Autron, par exemple, psychiatre canadien, qui est un spécialiste de la question de l'autisme. Le discours qu'il tient, et c'est justement ça qui m'intéresse dans la réflexion que je vous livre sur la psychiatrie et l'antipsychiatrie. Le discours qu'il tient est un discours qui, à certains égards, est beaucoup plus séduisant. C'est pas le discours bêtement dogmatique du neurocomportementalisme, dans la mesure où c'est un cognitivisme qui est anti-comportementaliste. Vous voyez, il dit par exemple les entraînements aux tâches, la répétition fastidieuse, etc. Tout ça, c'est pas vraiment de l'entraînement cognitif. Ça mérite beaucoup plus que ça. Et il y a une sorte de valorisation paradoxale de l'autisme. Et l'autisme est considéré comme une sorte de manière de vivre. Et l'argument central de Mautron, c'est la neurodiversité. La neurodiversité induit une diversité dans les manières de vivre, et par conséquent l'autisme lui-même est considéré comme étant une manière de vivre, ce qui implique que naturellement les autistes cherchent à faire communauté entre eux, et on a affaire en quelque sorte à une promotion de l'autisme comme minorité qui serait bafouée dans ses droits. Et c'est un discours qui est assez subtil, un discours beaucoup plus subtil que le discours un peu brutal du comportementalisme pur et dur, mais c'est un discours qui n'en est pas moins très piégeant, dans la mesure où justement ça relève parfaitement de ce que je suis en train d'appeler la nouvelle antipsychiatrie. Parce que quelle que soit finalement la branche, ce que l'on trouve à chaque fois, c'est une sorte de valorisation du regard médical,
d'une valorisation du diagnostic rendu par l'expert scientifique, valorisation qui va très très loin, au point que, Motron n'est pas le seul d'ailleurs à penser ça, mais il le dit de façon ouverte, au point que justement le diagnostic scientifique, le diagnostic porté par la médecine scientifique devient un élément clé de la constitution de l'identité de la personne autiste et de l'enfant autiste. Donc une valorisation qui n'est pas neutre. Ça veut dire que c'est le diagnostic posé sur l'enfant qui donne à l'enfant une identité qu'il n'a pas par lui-même avant le diagnostic. Donc vous avez une valorisation du discours scientifique, discours qui est supposé fondé sur une batterie de tests. Vous avez une valorisation qui est assez alarmante, dans la mesure où cette valorisation se fonde sur une dévalorisation symétrique du psychique en tant que tel. L'autisme vaut comme manière de vivre propre à une minorité, et s'il vaut comme manière de vivre propre à une minorité, c'est précisément parce qu'il n'est pas psychique du tout, parce que ça n'est pas une maladie psychique du tout, parce que ça ne relève pas du tout du soin psychique, parce que c'est quelque chose qui relève donc de techniques de remédiation ou de techniques de rééducation, même s'il y a encore une fois une critique du comportementalisme pur et dur de la part de Motron, mais il n'en reste pas moins que c'est cela qui est au fond de cette prise de position, de cette attitude. Et il me semble qu'il faut se demander justement pourquoi, ou comment plus exactement, pourquoi je me méfie un peu des questions pourquoi, mais comment on en est arrivé là. Et à cet égard, il me semble qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la psychophobie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une nouvelle antipsychiatrie qui est tout à fait différente de l'ancienne antipsychiatrie, parce que finalement, dans les deux racines que vous avez en psychiatrie, ce que l'ancienne remettait en cause, c'est iatros, c'est-à-dire le médecin, c'est-à-dire le caractère médical de l'ancienne psychiatrie, justement de la psychiatrie comme institution. Ce que la nouvelle antipsychiatrie est amenée à remettre en cause, c'est la première racine, c'est-à-dire psyché, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire l'idée que finalement la psychiatrie, ce serait une sorte de soin particulier apporté à ceux qui sont atteints de maladies de l'âme. C'est ça qui est remis en cause. C'est la psyché en tant que telle. C'est pour ça que je n'hésite pas à parler de psyché, enfin il faudrait dire, je sais pas comment, oui, psychéphobie, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, mais en tout cas, ça me paraît assez important à bien comprendre, parce que vous voyez qu'on a un renversement ou un retournement du tout au tout. L'attitude n'est plus la même, puisque précisément, vous avez une valorisation du regard médical objectivement porté sur l'enfant, alors que dans l'ancienne antipsychiatrie, vous avez exactement le contraire, c'est-à-dire une critique du regard médical objectivant, précisément parce qu'il est objectivant, il ne tient pas compte du rapport que le fou entretient avec lui-même, ou de manière générale, celui qui est atteint d'une maladie psychique. Mais là, en l'occurrence, s'agissant de l'autisme, on vous dit la crise d'angoisse, par exemple, n'est pas prise en compte comme crise d'angoisse, on parle d'un comportement problème. C'est assez extraordinaire de lire de telles expressions sous la plume de ceux qui se présentent comme justement les promoteurs de l'autisme comme nouvelle manière de vivre. C'est un comportement problème, parce que c'est un comportement qui n'est pas un bon comportement et qui par conséquent résiste à une certaine forme de normation ou de normalisation, comme vous voudrez. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans le fond qu'il faut interroger. Pourquoi, justement, j'allais presque dire, cet amour immodéré du diagnostic scientifique? Et pourquoi cette haine de la psyché? Voilà. Il y a quelque chose de fondamental, sans jouer sur les mots, fondamental qui se joue dans cette expression et dans cette attitude, et je crois qu'il faut s'interroger. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu, dans les années 1970 à peu près, 70-80, l'essor, aux États-Unis tout particulièrement, mais pas simplement, de ce qu'on a appelé une philosophie de l'esprit. Et le cognitivisme vient de ce qui s'est appelé une philosophie de l'esprit. Alors c'est assez curieux, parce que quand on dit philosophie de l'esprit, on se dit « Ah, philosophie de l'esprit, mais quel rapport avec le neurocognitivisme ou le neurocomportementalisme ?» Le rapport est en fait assez direct. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à la prolifération dans les discours aujourd'hui du terme de mental, à la substitution du terme de mental au terme de psychique. Alors on parle encore de psychique, pas au sens de du psychique, on évite à tout prix la substantivation. On parle, le cas échéant, de troubles psychiques. Il y a des gens qui, à fondamental, le font très bien. Mais les troubles psychiques ne sont pas le psychique. Et précisément, il y a une forme de déni du psychique et de son caractère irréductible dans le fait que l'on utilise de plus en plus fréquemment le terme de mental. Alors vous allez me demander, mais quel rapport avec l'esprit et la philosophie de l'esprit? Justement, le terme de mental vient du latin mens, et le latin mens signifie esprit.
Mais vous allez me dire quel rapport avec ce qui est en train de se passer, puisqu'on a l'impression que justement on remet en cause la vieille dualité entre l'âme et le corps, ou l'esprit et le corps. Mais justement, l'esprit tel qu'il est envisagé depuis les années 70-80 par une certaine philosophie de l'esprit, n'est pas une substance qui est tout à fait différente du cerveau, il est le cerveau lui-même. Le terme de mental est par conséquent un terme qui est propre à légitimer un glissement du mental lui-même au cérébral, et dans cette mesure-là, il nous intéresse. Ce glissement ne peut que nous intéresser. Et donc vous vous rendez compte que quand on parle de mental, on n'arrête pas de parler du mental. Ce qui est en cause, c'est précisément le refus pur et simple de la dimension irréductible de la psyché, c'est-à-dire de l'âme. Un vieux mot, mais qui ne remonte absolument pas à Descartes, qui n'est absolument pas solidaire du dualisme dont j'ai parlé, qui est un vieux mot dont s'est servi un auteur grec qui s'appelle Aristote. Donc Castoriadis nous invite à considérer l'importance, notamment concernant ce qu'il a écrit sur l'âme. Parce que certes, la notion qu'il se fait de l'âme est une notion très générale, ça vaut pour les plantes, les animaux et les dieux, aussi bien que pour les hommes, mais Aristote met en évidence, en même temps, la dimension spécifiquement humaine de l'âme en faisant de l'imagination la dimension essentielle de l'âme humaine. Il y a une autonomisation de l'imagination, et quand il parle d'imagination, vous savez, c'est la même chose pour lui que ce que Freud appelle inconscient. Il dit la psyché est singulière, la dimension donc de la psyché, la notion d'inconscient chez Freud, tout cela, l'imagination radicale, c'est le terme exact que choisit Castoriadis, tout ça, c'est exactement la même chose. Et c'est précisément ce dont ne veulent pas entendre parler les neurocomportementalistes et, de manière générale, tous ceux qui considèrent que l'essentiel, c'est la rééducation neurologique. Ils ne veulent pas en entendre parler pour une raison très simple. C'est que dans cette notion d'imagination radicale telle que Castoriadis l'utilise, ou dans cette notion de psyché singulière, ou dans cette notion d'inconscient, il y a quelque chose qui relève d'une dimension immaîtrisable. Il y a la reconnaissance de quelque chose qui, justement, déjoue par avance tout projet de maîtrise. Or, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pour ça qu'il ne faut pas absolument tout unifier du point de vue de la doctrine ou de l'idéologie, aussi curieux que ça puisse paraître, les gens qui ne cessent de parler de l'autisme en disant c'est un trouble neurodéveloppemental qui est à base génétique ou dont l'origine est génétique, en même temps, ce sont des gens qui font sans arrêt appel à la transformation de soi par les techniques de rééducation, c'est-à-dire qui réinstallent un discours de maîtrise. Et qui réinstalle un discours de maîtrise précisément en utilisant un argument qui est celui de la neuroplasticité. Parce que sinon, on pourrait parfaitement se dire, enfin, dans la mesure où c'est génétique, le sujet n'y peut rien. Mais justement, on vous dit que la plasticité cérébrale ou neuronale est telle que grâce aux techniques de rééducation, on peut arriver à améliorer son propre comportement et sa propre conduite. Et c'est comme cela qu'on réinstalle le savoir médical objectivant, le savoir scientifique objectivant, en position de maîtrise. Alors vous mesurez le renversement opéré par rapport à l'ancienne antipsychiatrie. L'ancienne antipsychiatrie, c'était précisément une défiance critique à l'égard de ce savoir objectivant. La nouvelle antipsychiatrie consiste à réinstaller le savoir médical scientifique en position de maîtrise. Et c'est précisément comment dirais-je, insupportable-là, c'est insupportable pour la neuropsychiatrie ou le neurocomportementalisme qu'il nous faut apprendre à regarder en face. Parce qu'on a affaire à un discours, je ne sais pas si c'est une idéologie très cohérente, mais en tout cas un discours qui est un discours extrêmement dangereux parce qu'il est animé de bout en bout par un fanatisme de l'objectivation. On a moins connu, la pédopsychiatrie s'est réformée dès l'intérieur grâce à la psychanalyse. Et du coup, on a moins connu une critique sociale extérieure comme a connu la psychiatrie adulte. Du coup, cette nouvelle antipsychiatrie que vous dites là, c'est ressource d'une grande culpabilité qui passe d'un camp à l'autre et de l'autre à l'un. Qu'en pensez-vous ? Non, mais là je ne peux que déclarer mon accord. Je ne suis pas entré dans le détail de l'histoire de la pédopsychiatrie, mais je voulais saisir des grandes lignes sur la différence entre l'ancienne antipsychiatrie et la nouvelle, c'est tout. Donc à cet égard, oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça me paraît tout à fait pertinent. Je trouve là que tu réhabilites l'antipsychiatrie
cette ancienne antipsychiatrie, parce qu'il est devenu de bon ton, y compris chez les gens qu'on apprécie beaucoup, enfin que j'apprécie beaucoup, qui ont été très très importants. Il était de bon ton de vilipender l'antipsychiatrie. Et je pense notamment, et ça m'avait toujours touché, affecté même, d'entendre Jean Houry, parce qu'effectivement, même les maîtres peuvent avoir des défaillances, même les maîtres peuvent avoir des errances, ou même les maîtres peuvent avoir des points de faille. Même Jean Houry attaquait avec une virulence terrible l'antipsychiatrie. Et là, je trouve qu'effectivement, le fait que tu rétablisses cette question où... Parce que l'antipsychiatrie, il ne faut pas l'oublier, elle est née dans ce mouvement, enfin elle avait commencé, mais elle s'est beaucoup développée avec 68 et le post-68. Et c'est effectivement la remise en question du pouvoir et du savoir objectivant de la médecine qui était en question. Voilà, je te remercie beaucoup. Dans la traduction de Freud, beaucoup de gens sont choqués du fait qu'il parle beaucoup de l'âme, parce que Diesel apparaît très très souvent sous la plume de Freud, et nous avons tenu, enfin dans l'équipe dont je faisais partie avec la planche, à maintenir constamment l'âme, ce qui a choqué beaucoup de gens. Et il y a en particulier deux adjectifs chez Freud, l'un formé sur l'âme, seelisch, et l'autre formé sur psyché, psychisch. Or, dans les anciennes traductions, on rabat tout sur le psychique. Alors qu'il faut maintenir, évidemment, d'autant plus qu'il y a des phrases qui disent que ce sont des mouvements de l'âme, seelisch, et non pas des mouvements psychiques. Donc il faut bien distinguer les deux. Merci. Alors, Pierre Dardot est monté sur le podium, donc c'est la médaille d'or. Il est en place, en pole position. Alors, il y a une nouvelle antipsychiatrie et ça vaut la peine d'analyser cela. Dans psychiatrie, il y a deux concepts qu'on oublie quand on fait de la psychiatrie. L'ancienne antipsychiatrie, c'est il faut protéger les fous de la société, et la nouvelle, c'est il faut protéger la société des fous. Et oui. Alors, il est un petit peu absurde, moi je trouve, de prêter aux gouvernants une idéologie, parce que pour faire de l'idéologie, il faut avoir des idées. Donc il faut penser. Alors, petite évaluation, on va faire un grand jeu sous contrôle d'huissier. Que pensez-vous, pensez-vous que les hommes politiques ont des idées? Pensez-vous qu'ils ont des pensées? Et pensez-vous que leur seul objectif est juste d'éviter de dépenser? Alors, valorisation du diagnostic médical. Comme je le disais, la psychiatrie, c'est un peu comme la SNCF, il faut mettre de petites étiquettes sur les bagages ou sur les gens. Valorisation du regard médical objectivant. La crise d'angoisse est un comportement problème. Dans comportement, il y a comportement. C'est une histoire fondamentale. Alors là encore, j'ai rien dit, j'en parle pas. Quand je dis fondamental, ça n'a rien à voir avec l'association qui fait du lobby, l'association fondamentale. Enfin, je l'ai pas dit, vous effacerez ça aux enregistrements. Donc, le mental, mentol, mentine. Je crois qu'ici, le labo Novartis fait partie de l'association Fondamentol. Et eux, ils sont gentils, ils vont pouvoir nous améliorer dans nos comportements. Alors, Paul Macheteau nous dit que même les maîtres peuvent avoir des centimètres. Et alors, un scoop pour terminer là-dessus, Dardot n'est pas en contact avec le pape François, pourtant, avec lui, on peut papoter. C'est à propos de la thérapie comportementale. Alors, cher monsieur, il est certain qu'on pourrait faire un commentaire élogieux de l'article que Carol Holder consacre à la thérapie comportementale dans le Child Care News de mai 1969, numéro 86. Pour cela, cependant, il faudrait être dans un monde différent de celui dans lequel à la fois je vis et je travaille. Il est important pour moi d'avoir l'occasion de faire savoir à mes nombreux collègues travailleurs sociaux que je désire tuer cet article et sa tendance. J'aimerais en dire plus, et en tout cas commencer par dire pourquoi je veux les tuer. Ce pourrait être une bonne chose que de lire les déclarations de cet article aux travailleurs sociaux qui, par autosélection, sélection et formation, ont une pratique de cas. À coup sûr, il est bon que l'on vous remette en mémoire que les systèmes locaux de principes moraux ne sont pas seulement enseignés par l'exemple, mais aussi par des tapes sur le derrière et les punitions. En fait, il est peu probable que nous puissions oublier ce fait fondamental, puisque une grande part, j'espère que Lucie ne peut pas, puisque une grande part de notre travail s'est édifiée à partir de l'échec
de la thérapie comportementale telle qu'elle se pratique à la maison et dans les institutions. Un enfant mal adapté est un enfant, garçon ou fille, au besoin de qui quelqu'un n'a pas su s'adapter à tel stade important de son développement. Ce serait vraiment une bataille perdue parce que ces gens dont je parle ne sauront pas que la vie est réellement difficile et que seul compte le combat personnel et que pour l'individu, il n'y a que cela qui soit précieux. L'article de Carol Holder met en lumière qu'il est possible de considérer la vie avec la plus extrême naïveté. On n'est jamais à court de gens qui affirment avoir tiré profit des principes moraux que leurs pères leur ont imposés en famille ou tiré profit du fait qu'à l'école, un professeur sévère rendait cuisant la paresse ou un larcin. C'est à cela que les gens croient pouvoir commencer. Il faut malheureusement de près ou de loin parler ici des médecins et des infirmières, car leur travail aussi repose sur une sursimplification fondamentale. La maladie est déjà présente, leur travail est de l'éliminer. Mais la nature humaine n'est pas comme l'anatomie et la physiologie. Bien qu'elle en dépende, et les médecins, là encore par autosélection, sélection et formation, ne sont pas faits pour la tâche du travailleur social, à savoir reconnaître l'existence du conflit humain, le contenir, y croire et le souffrir, ce qui veut dire tolérer les symptômes qui portent la marque d'une profonde détresse. Les travailleurs sociaux ont besoin de considérer sans cesse la philosophie de leur travail. Ils ont besoin de savoir quand ils doivent se battre pour être autorisés à faire les choses difficiles et être payés pour ça, et non les choses faciles. Car la thérapie comportementale, avec des majuscules, pour en faire une chose qui peut être tuée, est une porte de sortie commode. Il faut juste s'accorder sur des principes moraux. Quand on suce son pouce, on est méchant. Quand on mouille son lit, on est méchant. Quand on met du désordre, quand on vole, qu'on casse un carreau, on est méchant. C'est méchant de mettre les parents au défi, de critiquer les règlements de l'école, de voir les défauts des cursus universitaires, de haïr la perspective d'une vie qui tourne comme une courroie de transmission. C'est méchant de rechigner devant une vie réglée par des ordinateurs. Chacun est libre d'établir sa propre liste de bons et méchants ou mauvais. Et une volée de comportementalistes partageant plus ou moins les symptômes des systèmes moraux identiques et libres de se rassembler et de mettre en place des cures de symptômes. Il y aura des ratages, mais il y aura quantité de succès et d'enfants qui iront 10 ans. Je suis si joyeux de ne plus mouiller mon lit grâce à Mademoiselle Holder, ou grâce à un appareil électrique, ou à un conditionneur quelconque. Le thérapeute n'aura besoin de rien d'autre que d'exploiter le fait que les êtres humains sont une espèce animale dotée d'une neurophysiologie à l'instar des rats et des grenouilles. Ce qu'on laisse pour compte là, c'est que les êtres humains, même ceux dont la teneur en intelligence est plutôt basse, ne sont pas simplement des animaux. Ils ont pas mal de choses dont les animaux sont dépourvus. Personnellement, je considérerais que la thérapie comportementale est une insulte, même pour les grands singes et même pour les chats. Il est triste de penser qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs sociaux et qu'il n'y en aura jamais suffisamment. Il est infiniment plus triste de penser que le dernier paragraphe de l'article de Mademoiselle Holder pourrait bien être utilisé par les responsables des institutions d'enfants pour justifier la transmission à qui officie en pédiatrie de ce procédé économique et raisonnable, entre guillemets, qui doit rendre gentils les méchants clients. Il est clair que je suis en train de m'exercer à faire marcher un conditionneur. Je veux tuer la thérapie comportementale par le ridicule. Sa naïveté devrait faire l'affaire. Sinon, il faudra la guerre, et la guerre sera politique, comme entre une dictature et une démocratie. Alors, et il signe votre très fidèle Donald Woods Winnicott. Bravo. Merci à Paul pour cette lecture de la lettre de Winnicott qui nous est arrivée par les bons soins de Flavien Gauthier. Nous sommes à l'heure et nous reprenons dans 1 heure, donc à 14 h. Le repas est obligatoire, sur place et pas à l'extérieur. Le film Vitruve, une école de la République de Richard Hamon va être diffusé maintenant à 13 h pile, précise.
Et Liliane, je t'écoute. Ceux qui veulent voir le film